Salut Maxime. Salut Christophe. Aujourd'hui, nous sommes avec Alex Torres, l'entraîneur du Stade Bordelais, leader de son groupe de National 3. De quoi est-ce qu'on a parlé ? Eh bien, on a parlé de sa formation déjà parce c'est le seul entraîneur amateur qui est au BEPF cette année, donc ce qui est déjà une spécificité. Donc, il nous a parlé un peu de ses détails, de ses voyages, de ses stages qu'il a fait, notamment un à Osasuna, et un peu de son désir de mettre un projet de jeu très identitaire au Stade Bordelais. Il l'explique un petit peu et comment il a monté tout ça. Avec aussi forcément la spécificité de nous parler du foot amateur. Quelles sont les contraintes en termes de staff, en termes de gestion d'individualité, de différence de plan de jeu ou pas entre ce qui peut se faire à très haut niveau et ce qui se fait à un niveau un peu plus inférieur. Et finalement, donc voilà, on a passé un peu plus d'une heure avec Alex Torres, entraîneur qui donc, on imagine, est un entraîneur d'avenir puisque en étant diplômé, il pourra bientôt prétendre coacher au très très haut niveau. Et donc voilà, c'est tout de suite Alex Torres, projet de jeu. Alex Torres, bonjour. Bienvenue dans Projet de jeu. Bonjour, merci pour l'invitation. Première question, qui est pas celle que je pose à chaque fois, mais qui est la plus simple pour rentrer tranquillement dans l'émission. Projet de jeu, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, sincèrement, je trouve que le terme projet de jeu, c'est entre le Graal et le mot valise un petit peu, en fonction de la personne qui le perçoit ou la personne qui donne ce terme-là. Pour moi, le projet de jeu, c'est vraiment quelque chose de personnalisé et c'est l'ADN d'un coach. C'est une version un petit peu idéalisée de ses convictions et de ses principes. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble devoir être très simple et c'est un objectif vers lequel le coach doit tendre. Si moi, je dois parler de mon projet de jeu, je veux qu'il reste très simple. Je veux pas rentrer dans 50 ou 60 considérations tactiques, techniques, quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, sur les transitions. Je pense que pour moi, le projet de jeu, c'est que mon équipe soit capable de faire ce que le jeu demande. Ça, c'est une première chose. Donc, ça se résume principalement par un état d'esprit. Donc, c'est être proactif. Et si je devais le résumer en 2 mots, c'est à la fois attaquer et maîtriser. C'est-à-dire qu'à tout moment du jeu, qu'on ait ou qu'on n'ait pas le ballon, mon équipe, elle doit être capable d'attaquer. Donc, elle attaque avec le ballon, mais quand elle défend, elle peut aussi très bien attaquer la défense adverse et elle doit être capable de maîtriser ce qui se passe. Quand on a le ballon, en possession ou en position, on maîtrise, mais quand on défend, on doit être aussi capable de maîtriser ce que va faire l'adversaire et l'emmener un petit peu dans les zones dans lesquelles on veut qu'il aille pour récupérer le ballon. Donc, c'est vraiment ça, attaquer et maîtriser. Après, je trouve que le terme, pour le coup, projet de jeu, moi, je lui préfère et je trouve plus juste de parler de projet d'équipe. Projet d'équipe parce que, pour moi, le projet d'équipe, ça met en valeur, en tout cas, ça prend en compte les caractéristiques des joueurs qu'on a à disposition. Et ça, au moins, là, on est dans le concret. Et ça prend aussi le contexte du club, le territoire, les supporters. Et un projet d'équipe qui réussit, en tout cas, il est forcément conditionné par les joueurs et le contexte. C'est pas la même chose de parler de monter un projet quand on est à Barcelone ou à Pampelune ou dans le nord de l'Europe ou je sais pas sur quel continent. Mais je vois pas, je peux pas le dissocier de ces 2 éléments-là. C'est pour ça que je préfère le terme projet d'équipe. Et ça entraîne aussi, du coup, la méthode de travail pour réussir. Ça entraîne tous les aspects émotions, parce qu'on est là pour ça, en fait. Et ça définit aussi le cœur du métier du coach. Si là, vous deviez expliquer à quelqu'un le cadre, l'environnement dans lequel s'inscrit votre projet de jeu, comment vous le définiriez finalement ? Qu'est-ce que vous entendez par environnement ? Du Stade Bordelais, parce que vous parlez notamment de la région, des valeurs qu'il doit véhiculer. Voilà, quelle valeur ça serait ? Alors, plutôt que parler du Stade Bordelais, je vais plutôt ancrer ça sur mon expérience précédente, puisque je pense que c'est plus marquant en termes d'organisation de territoire. Sur mon projet précédent, donc j'étais à Lège-Cap-Ferré, on a construit la ville de Lège, était un tout petit village, mais avec des valeurs fortes, un petit peu de village d'irréductible. Et c'était une place forte du foot local pendant longtemps. Et du coup, on a réussi à construire le projet sur des bases sur des bases de défense
Alors maintenant, je vous parle d'attaquer, etc. Mais c'est intéressant, puisque dans mon idée, c'est plutôt attaquer tout ça. Mais du coup, les aspects défensifs, les aspects don de soi, les aspects exigences liés. Donc ça, c'était le caractéristique de la ville et du territoire, associé à un groupe de joueurs qui était avec une grosse colonie sud-américaine et qui avait ces valeurs-là donc de beaucoup de Chiliens, de grinta et d'envie. Et du coup, c'est ce qui a conditionné. C'est ce contexte-là, les caractéristiques des joueurs et le contexte local qu'aura caractérisé le projet qu'on a mis en place ensemble et sur lequel on a réussi à construire et à avancer et à gravir des échelons. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, si on doit revenir sur le contexte Stade Bordelais, là c'est un contexte pour lequel les infrastructures sont un petit peu, c'est le deuxième club de Bordeaux, mais sur lequel on a des difficultés du coup d'infrastructure, on a des difficultés d'existence à côté des Girondins de Bordeaux, et forcément le projet, ça va être un projet qui va être resserré sur ça et sur le fait de prendre sa place pour exister et de faire une colonne forte entre joueurs et staff pour avancer. Karim Mokadem nous avait dit qu'il avait, je sais plus, une quarantaine de pages, je crois, sur lesquelles il s'appuyait. Vous, qu'est-ce que vous avez comme document écrit, et est-ce que du coup, ça a potentiellement vocation à changer totalement si du coup vous changez totalement de contexte, ou vous avez quand même une base, je sais pas, de 5, 10, 15, 20 principes qui resteront quoi qu'il arrive dans le contexte? Non, c'est important d'avoir des convictions. C'est important d'avoir des convictions, et c'est important d'avoir parce que les convictions, c'est ce qui constitue l'identité. Donc l'identité, ce que je vous dis, c'est attaquer et maîtriser. Elle se définit par toutes les phases, sur les phases de transition, sur les phases de quand on a le ballon, sur les phases de quand on l'a pas, sur tous les aspects stratégiques. Et il y a forcément un document écrit d'une dizaine, quinzaine de pages, mais sur lequel moi je veux qu'il reste le plus simple possible et le plus lisible possible pour moi, et le plus lisible possible pour les joueurs. Après, la façon dont on le partage avec les joueurs, il se construit avec eux en fait. Et c'est pas une page blanche à chaque fois, pas du tout, puisqu'il y a cette conviction et cette identité. D'ailleurs, le coach est recruté pour ça, pour la conviction et l'identité qu'il va être capable d'amener à l'équipe. Mais après, on est sur un management persuasif avec les joueurs, on est sur de la co-construction de performance, et ce projet de jeu, il va se développer et avancer avec eux, et donc il va pouvoir prendre en effet une coloration différente en fonction, je pense, du contexte dans lequel on va être, sur la base de ses convictions. Karim Mokadem nous expliquait aussi qu'à un moment, face aux résultats, une dynamique, il s'était retrouvé lui face aux pages de son projet de jeu, il avait tout reconstruit, limite tout reparti d'une page blanche. Est-ce qu'à un moment donné vous avez fait un reboot comme ça, personnel aussi, philosophique, par rapport à vos convictions, ou pas du tout? Pas par rapport aux convictions. Par contre, on est sans arrêt dans la réflexion. Moi, je lis beaucoup, j'essaie de beaucoup m'instruire et me nourrir de vidéos, de livres, d'expériences et d'échanges avec différents collègues ou différents interlocuteurs. Et forcément, le projet, il évolue. On gagne en expérience, on gagne en méthode, par les formations ou tout le savoir qu'on peut acquérir au fur et à mesure des expériences, mais on évolue un petit peu. Donc forcément, et les résultats sont un élément qui est indéniable, sur lequel on peut être amené à évoluer. Maintenant, malgré tout, je pense qu'on a un métier de conviction, et on peut pas, je pense on doit pas se trahir. On doit pas se trahir, et on doit quand même avoir cette ligne de mire. Et pour moi, la ligne d'horizon, c'est le fait d'être, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte, quels que soient les résultats, c'est de rester proactif sur les rencontres qu'on joue. Il faut être tout le temps l'équipe qui essaye de dicter ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu, entre guillemets, une illumination en voyant telle équipe, telle façon de fonctionner, où vous dites « Ah, c'est ça », ou alors c'est le fruit d'une réflexion plus générale sur l'évolution du foot, et ça serait difficile de mettre un modèle, une équipe, etc., qui vous aurait vraiment mis sur ce chemin-là? Moi, je trouve qu'il y a un gros développement du jeu, ou un gros développement tactique, technique, athlétique, c'est sûr, depuis une grosse dizaine d'années. Il y a eu le développement aussi de médias comme ce qu'on est en train de faire là. Aujourd'hui, je trouve que les grandes équipes, elles maîtrisent beaucoup de choses. C'est quasiment des équipes qui maîtrisent tout. Elles sont toutes capables de
de sortir les ballons à +1 ou en égalité numérique. Elles sont toutes capables d'être à +1 ou en égalité numérique pour déséquilibrer. On a même aujourd'hui ou depuis, on a des défenseurs centraux qui dédoublent pour s'assurer les sorties de balles. Le +1, il se fait par des joueurs qui décrochent, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Il peut se faire, enfin, tout est possible, et je trouve qu'il y a une énorme richesse ces 10 dernières années. C'est la même chose sur le contre-pressing ou toutes les situations de vigilance quand on est en position offensive. Donc tout ça, pour moi, ce sont des modèles à adapter aux qualités de notre équipe. On ne doit pas s'interdire d'innover, ça c'est sûr, mais ce sont des modèles à suivre. Maintenant, les modèles, pour revenir à votre question, parce que j'en suis un peu éloigné, sur ce qui me nourrit, j'ai envie de vous dire que le plus important, c'est les émotions qui sont créées et les émotions qu'on peut ressentir à voir une équipe évoluer. Et dans ce cas-là, moi, je prends sur ces dernières années, je peux prendre autant d'émotions à voir l'Inter de Milan de Mourinho gagner en Ligue des Champions avec ce qu'ils font, parce que ça correspond à des joueurs et ça correspond à un contexte, que de voir le Barça mettre 5 buts au Real Madrid et se faire applaudir à Santiago Bernabéu, ou avoir, j'en sais rien, c'est plus loin, mais Liverpool renversé avec des valeurs, le Milan AC en finale de Ligue des Champions. Le beau jeu est ce qui me parle, c'est quelque chose qui va susciter des émotions, et ça peut être vraiment différent en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fait. Je crois qu'au cours de votre parcours, vous avez été un moment attaché de recherche pour une thèse sur l'identification du talent. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté un petit peu? Alors moi, je n'étais pas du tout préparé à devenir entraîneur de foot, de par mon histoire personnelle et par les choix que j'avais pu faire auparavant. Donc oui, au départ, j'étais universitaire, et j'ai rencontré à l'université le prof de foot de l'université qui m'a un petit peu orienté, qui a fait que j'ai voulu faire ce métier-là, d'où un travail donc à l'université sur cette identification du talent. Mais à partir de ce moment-là, je savais où je voulais aller et je savais ce que je voulais faire, et ce travail-là a un petit peu lancé, j'ai envie de dire, ma carrière d'entraîneur, et le fait que je passe des diplômes ensuite, je le renie pas du tout. Je trouve que c'est une richesse d'avoir cette formation première à l'université. Ça a nourri mes débuts de coach, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que vous revendiquez quelque part, sans forcément trop l'afficher, mais ce côté, on peut venir du monde universitaire comme au Portugal, ou alors c'est votre parcours, voilà. Enfin voilà, est-ce que vous avez envie de voir d'autres gens émerger de cette voie-là, sans forcément dire qu'elle est meilleure qu'une autre, mais au moins de pouvoir avoir cette richesse de profil qui est peut-être pas encore la marque du foot français, où ça vient beaucoup sur des anciens joueurs? C'est vrai que c'est pas la marque du foot français. Maintenant, je trouve que ça vient. Si vous regardez même les promotions du brevet d'entraîneur professionnel de foot ces dernières années, je pense que ça s'ouvre un petit peu. Moi, j'ai jamais ressenti moi, j'aime le foot pour le jeu. J'aime le foot pour son imprévisibilité. J'aime le foot pour toute sa richesse informationnelle et l'aventure humaine qu'on peut avoir avec les gars. Après, sur mon parcours, parce que je peux pas parler des autres, mais pour mon parcours, moi, j'ai jamais eu de sentiment de culpabilité ou d'infériorité, par le fait que je sois universitaire ou par le fait que j'ai eu un passé amateur. C'est vrai que quand on est universitaire au Portugal ou quand on a été sur une filière STAPS en Allemagne, ça va plus vite pour accéder au haut niveau. Mais moi, je trouve que c'est une chance d'avoir mon parcours. Ça donne de l'ouverture, ça permet de mettre en lumière ou de permettre en rapport certains éléments. Voilà, maintenant c'est sûr que en France, avec mon parcours, ça met un peu plus de temps pour avoir sa première chance sur des équipes professionnelles, mais c'est comme ça. Il faut bosser plus pour avoir cette première chance-là. Mais voilà, je crois il y a plein de critères qui font un bon entraîneur. Le passé de joueur en fait partie, parce que ça permet aussi d'avoir des références du haut niveau. Et moi, si je suis amené à constituer un staff dans une équipe professionnelle, ces réflexes du haut niveau, il va falloir que je les intègre par la présence d'un adjoint, à mon avis, qui a connu le haut niveau, avec lequel je partage une vision du foot et des valeurs. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, les aspects formation principale et formation continue, les aspects méthode, les aspects résultats, les aspects expérience, puis les aspects réseau qui sont des clés d'entrée, sont autant d'éléments qui constituent la qualité d'un coach.
Est-ce que lors de votre passage universitaire, vous avez, j'imagine, aussi travaillé sur d'autres sports? C'est peut-être là aussi l'ouverture d'esprit que vous avez pu développer. Est-ce que vous avez trouvé des exercices dans d'autres disciplines? Ouais, je trouve que forcément, je trouve que le handball apporte beaucoup de choses. Le handball, c'est un match de foot sur un terrain plus petit avec juste une ligne de hors-jeu qui est matérialisée par la zone. Et du coup, avec une ligne fixe, du coup, ça donne des idées. Le basket donne beaucoup d'idées aussi, dans les systèmes, dans les pick and roll qu'on peut voir arriver. Donc, il y a beaucoup d'idées à prendre. Il y a beaucoup d'idées à prendre dans plein de sports, dans les sports co, forcément par le fait qu'à partir du moment où il y a des espaces interpénétrés, comme en foot, ça se rapproche fortement. Mais il y a aussi je peux autant m'intéresser au sport co que je peux m'intéresser à la façon de manager dans une équipe de rugby, que je peux m'intéresser de manager dans différents sports qui peuvent avoir rien à voir avec le football. Je pense qu'il y a des choses à prendre de partout. En ce sens-là, l'université et la faculté des sciences du sport est une richesse. C'est évident. Et dans votre construction de staff, alors forcément, vous n'avez pas forcément les moyens d'un club de Ligue 1, mais est-ce que du coup, il y a des choses... Peut-être un jour, on y viendra ensuite. Mais est-ce que du coup, ça vous donne des idées? Alors, je sais pas, moi, je bosse un peu parfois avec un club de N3 qui du coup commence à mettre un entraîneur par ligne, genre attaquant, milieu, défenseur, etc., qui ça a plutôt une inspiration rugby, par exemple. Est-ce que vous, il y a aussi des choses que vous avez pu aller puiser à droite à gauche, ou alors que vous ne faites pas encore, mais que vous avez en tête et que vous allez peut-être pas nous dire, sur un petit peu ce qui peut aujourd'hui fonctionner sur une dynamique d'équipe, parce que voilà, l'entraîneur, il est pas tout seul, quoi. Alors, l'entraîneur est pas tout seul. La difficulté des niveaux nationaux amateurs, c'est les moyens et le fait d'avoir des gens qui soient à plein temps pour travailler sur le projet. Nous, on travaille avec un entraîneur des gardiens, un préparateur physique et un adjoint qui est avec moi, sur lequel on travaille quasi, c'est un numéro 1 bis. Mais je suis le seul à faire que ça. Donc, dans la construction des séances, dans le partage des informations, dans le suivi, ça pose forcément des difficultés et c'est très limitant. C'est forcément très limitant. Alors, bien sûr, je regorge d'idées dans la façon dont je voudrais que ça s'organise. J'ai plein de convictions profondes, mais sur nos niveaux, la réalité, c'est que l'entraîneur, il doit être omniprésent et se charger de la planification, se charger de la mise en place des spécifiques, se charger de la vidéo, se charger de la logistique des placements, se charger d'un petit peu tout. Alors, c'est très formateur parce que en grimpant de niveau et en atteignant les niveaux professionnels, on sait tout faire et du coup, on peut avoir un avis un petit peu polyvalent sur tout. Mais ça, le haut niveau, on l'atteint avec de la spécialisation et pour pouvoir être précis, pour pouvoir être impactant, pour pouvoir être pertinent. Et du coup, forcément, c'est ce qui manque dans nos structures amateurs, même si elles sont de niveau national, dans nos structures amateurs. Là, par exemple, si vous aviez la possibilité d'activer un levier pour accélérer un petit peu tout ça, sur quels aspects vous insisteriez pour pouvoir accélérer peut-être la mise en place de votre projet de jeu? Parce que j'imagine, là, vous vous éparpillez pas, mais comme vous faites plein de choses, il y a des choses qui vont peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. Est-ce qu'il y a un aspect sur lequel vous aimeriez plus appuyer? Peut-être travailler un peu plus la vidéo, travailler un peu plus d'autres choses avec vos joueurs? C'est difficile d'isoler un élément. Après, moi, j'ai envie de dire, avoir les moyens de passer plus de temps avec les joueurs. Voilà, parce que eux aussi sont sur des doubles projets. Il y en a certains qui travaillent, d'autres qui travaillent pas, ou qui sont étudiants, ou qui sortent de centres de formation et qui veulent se donner une dernière chance d'accéder au niveau professionnel. Donc, on est avec des profils très variés. Et voilà, de trouver les moyens pour passer plus de temps avec eux. Déjà, ça permettra de faire avancer sur le projet. Après, parce que passer plus de temps avec eux, ça peut vouloir dire aussi trouver des solutions innovantes pour traiter, vous parlez de vidéo-analyse, mais les faire participer à ça, ce qui peut aussi leur donner des compétences qui leur serviront sur une éventuelle reconversion, par exemple. Mais passer plus de temps sur la prépa, passer plus de temps sur la régénération, enfin tout ce qui peut être entraînement invisible, ça permettrait déjà d'avancer, ouais.
Qu'est-ce que les spécificités du niveau N3 impliquent sur le plan tactique? Moi, je remarquais par exemple que pas mal d'équipes aimaient bien beaucoup presser côté ballon, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus difficile de faire une transversale pour renverser à l'opposé sur le côté libéré. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont pas 100% applicables au très haut niveau, parce que des joueurs de Ligue 1, de niveau Ligue des Champions, réussir à résoudre le problème, alors qu'en niveau N3, en faisant 2-3 choses sur le pressing, des choses comme ça marche un peu plus facilement à cause du niveau des joueurs? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire que c'est à la fois très pertinent et ou pas, parce que le problème, c'est que le niveau des joueurs de votre équipe est aussi plus faible que ce que vous pouvez voir en Ligue 1. Donc c'est encore une fois, c'est un rapport de force. Nous, on s'est beaucoup construit sur ma première expérience sur bloc bas contré. Parce que justement, par rapport à ce que vous disiez, au départ, ça demandait moins d'efforts pour notre équipe de se replacer bas, et l'équipe qui a le ballon sur des niveaux moyens, en fait, se livre tellement et assure aucune vigilance, en fait, quand ils sont en possession, qu'à la récupération du ballon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et beaucoup de choses qui sont facilitées. Ça, c'était une réalité. Maintenant, sur les niveaux N2, N3, le niveau augmente réellement. Il y a des équipes qui font des joueurs qui font que ça, et du coup et qui arrivent à mettre en place des choses qui sont sur le plan tactique assez fortes. Maintenant, c'est vrai qu'un pressing haut orienté côté ballon, ça met en difficulté les équipes. Mais quand je vois des matchs de Ligue 1, je trouve aussi que parfois un pressing haut orienté côté ballon, ou ne serait-ce que comme ce qu'a pu proposer, je crois que c'est Angers à un moment, je peux peut-être me tromper, ne serait-ce qu'orienter les défenseurs centraux sur le mauvais pied, ça a créé beaucoup de problèmes aux adversaires. Donc il n'y a pas de, j'ai envie de dire, oui, un pressing haut, ça permet mais en même temps, réussir à avoir une équipe qui a la possession et qui sort les ballons depuis derrière, et qui attire un petit peu l'adversaire pour casser cette première ligne de pressing, ça crée aussi beaucoup de désordre et beaucoup de chaos dans les équipes adverses. Justement, la sortie de balle, c'est vraiment le thème un peu des 3-4 dernières années. Je pense que c'est là-dessus où il y a eu le plus d'évolution, même des 10 dernières années. Vous, à quel point vous les travaillez, comment vous les travaillez, et sur quelle place ça prend sur les séances de la semaine? Est-ce que ça a une place énorme, ou est-ce que c'est tout le temps de l'adaptation par rapport au plan de l'adversaire? Comment ça se passe un peu? Alors, on les travaille toutes les semaines, soit sur des séances de milieu de semaine avec de l'intensité et pour la séance forte de milieu de semaine, soit on les travaille en fin de semaine, en veille de match, juste sur des points tactiques par rapport à l'adversaire. Alors, il y a, encore une fois, on est sur par la répétition, de l'assimilation de combinaisons ou de sorties de balles en fonction des adversaires. Ça prend de la place. Ça prend de la place parce que c'est un des points importants de notre projet de jeu. Et on y met quelques petites adaptations en fonction de l'équipe qu'on va jouer. Alors, l'avantage de travailler ces sorties de balles et de bien les faire, c'est qu'au fur et à mesure des matchs, les adversaires viennent plus nous presser. Et on arrive du coup plus facilement à s'installer en position haute et du coup après à travailler en attaque placée. Sur l'observation des adversaires, est-ce que vous avez à disposition tous les matchs ou pas pour observer? Moi, je sais qu'en faisant la vidéo, c'était plus 2-3 matchs par-ci par-là, donc c'était un petit peu plus compliqué. Est-ce que les adversaires font les mêmes choses chaque semaine? Ou du coup, à ce niveau-là, il y a un côté, on dépend beaucoup, je sais pas, d'un joueur étoile qui du coup va faire dépendre le match de son talent, donc du coup, ça serait plus difficile de voir vraiment exactement ce que fait une équipe, parce qu'il y aurait plus de variance d'une semaine à l'autre. Non, la Fédé a mis en place depuis cette année sur les championnats N2, N3 une plateforme sur lesquelles on a tous les matchs des adversaires. Donc ça, c'est un vrai plus. Je vous avoue que ça prend beaucoup de temps dans la semaine. On a mis en place deux personnes qui découvrent aussi l'analyse vidéo pour m'accompagner sur ce point-là. Donc ça prend beaucoup de temps. Il y a quand même une certaine récurrence entre les matchs sur ce que peuvent proposer les adversaires. Toutes les équipes sont organisées sur le plan défensif. Ça, c'est tout le temps le cas. Sur différents systèmes, des systèmes à 3 ou des systèmes à 4, peu importe, mais il y a une certaine récurrence et une certaine lisibilité surtout sur la plupart des matchs. On est rarement surpris par ce que peut proposer un adversaire.
Il y a l'idée un peu aujourd'hui que les joueurs sont beaucoup plus sensibles à la vidéo. C'est un truc peut-être de génération, qu'ils aiment se regarder. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là? Et si c'est pour ça que vous essayez de développer aujourd'hui l'outil vidéo, aujourd'hui il se développe énormément comme ça, parce que les joueurs se reconnaissent avec des petits clips sur leurs performances, sur les performances de leur adversaire. Est-ce que vous travaillez déjà sur ces possibilités-là, de leur faire des clips très ciblés sur des zones, sur des joueurs à attaquer, sur des adversaires? Ouais, forcément. Alors ça, c'est aussi par manque de temps un outil qu'on aimerait développer et dont je sais l'orientation que j'aimerais en donner, mais les joueurs ont malgré tout toutes les semaines un retour sur leur match. Alors pas de manière individualisée, mais c'est quelque chose qui est facilement. Il suffit d'une personne pour le mettre en place. C'est pas très compliqué entre toute l'étape de tous les logiciels, l'étape de montage qui existent actuellement. Mais en tout cas, sur nos niveaux, toutes les semaines, il y a un retour sur le match qui est fait, qui est tout le temps mis en rapport avec justement le projet d'équipe et nos critères de performance collective, qui sont identifiés et co-construits avec les joueurs en avant. Et il y a aussi, idéalement en début de semaine, une projection sur l'adversaire, ce qu'il peut nous proposer. Ça donne du sens au travail de la semaine. Les joueurs aiment beaucoup ça. Et puis en fin de semaine, il y a aussi un focus qui est fait sur les coups de pied arrêtés, nos propres coups de pied arrêtés et les coups de pied arrêtés de l'adversaire, parce que ça représente entre 20 et 30% des buts. Donc c'est obligatoire de faire ça aussi. Et on donne encore une fois soit des joueurs cibles à aller chatouiller pour gagner les matchs, ou des zones à attaquer. Vous aimez les équipes qui courent, donc les joueurs qui courent. Est-ce que tous vos joueurs ont la caisse pour faire ces efforts-là? Parce que mine de rien, il y a un moment où si un mec a 13 de VMA, ça va être compliqué de faire les efforts. Et comment est-ce que vous évaluez ça? Est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser des GPS ou pas? Est-ce que vous vous rendez quand même compte de si quelqu'un se cache par rapport à son potentiel physique maximum? C'est une bonne question aussi. On a recours de temps en temps à des GPS qu'on se fait prêter. Donc, on est sur des séances cadres athlétiques dans la semaine, on arrive à avoir un petit peu le potentiel des gars. Des gars à 13 de VMA, ils jouent pas. Ça, c'est pas possible. Il y en a pas, justement. On a plutôt, après, là encore, j'adore les équipes qui courent, parce que c'est des équipes qui donnent du rythme. Et c'est des équipes qui, à partir du moment où il y a de la course, courir, c'est la base pour créer du mouvement. Et il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de stats, 1 milliard de data. Je pense que ne serait-ce que, c'est des discussions qu'on a pu avoir ça aussi en formation avec notamment Laurent Bessière de la cellule de perf de Lens, on était d'accord sur le fait que à partir de 10-11 kilomètres courus par match, il y a la capacité de créer du mouvement. Et là où il y a la capacité de créer du mouvement, il y a la capacité d'avoir une équipe qui est dynamique, la capacité d'être dans des projets d'équipe que moi j'aime et que nous on aime. Donc ça, il peut y avoir des GPS, mais il y a des tests terrain très simples, VMA, VMI, qui sont faits un petit peu partout pour voir la caisse des joueurs. Mais encore une fois, c'est aussi lié aux caractéristiques des joueurs qu'on a. Et quand on arrive dans un club, on hérite d'une équipe. Quand on construit, on mérite une équipe. Et donc, par les jeunes qu'on peut faire monter, par les recrutements qu'on peut avoir, on s'oriente forcément vers des joueurs qui correspondent à notre projet d'équipe. Après, il est impossible souvent de tenir un rythme de pressing ou un rythme de course très élevé pendant toute la rencontre. Comment vous découpez un peu justement vos rencontres? Est-ce qu'il y a un schéma type de découpe comme ça par rapport à la dépense physique, aux courses demandées, aux appels, ou ce genre de choses à la hauteur du bloc, ou comment vous faites un petit peu? Ça, c'est un élément justement de conviction et de projet de jeu. Forcément, on peut pas tenir un pressing sur tout le match, ou on peut pas tenir un pressing sur toute l'année. On le voit avec Lens ces derniers temps, qui a un peu plus de difficultés. Je pense que les entames de mi-temps, les fins de mi-temps sont des temps par conviction importants et sur lesquels l'activité athlétique doit être très intense. Parce que c'est des moments où il peut y avoir de la déconcentration. Et si on parle des entames, c'est des moments où il peut y avoir l'ouverture du score. Si vous avez la chance d'ouvrir c'est ça aussi qui fait la beauté du football, c'est la valeur du point, la valeur du but. On n'est pas au basket ou au handball où il y a beaucoup de buts. La beauté du foot, elle tient aussi dans la valeur du but. Le 1-0 ou le 0-1, ça change tout. Et ça change le rapport de force. Et ça permet aussi de négocier des moments où on peut être moins bien. Donc, les entames,
les entames sont importantes et c'est des moments forts ou sur lesquels le pressing, en tout cas l'engagement, doit être le plus intense possible. Donc typiquement, alors je sais pas si vous regardiez ou pas, mais ce que faisait Mourinho à Tottenham, où c'était très souvent on attaque pendant 10 minutes comme des barbares, bon après c'était vraiment bloc bas, mais où finalement on met entre guillemets 50% de l'énergie athlétique d'une mi-temps sur 10 minutes, c'est quelque chose qui peut vous parler, qui en tout cas vous intéresse sur le côté on fait la différence tout de suite pour ensuite être maître du match et ne plus avoir forcément à s'exposer. Oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, quand on met en place un projet pour obtenir quelque chose, et c'est ce que j'allais parler de Tottenham justement. Quand on met en place un projet pour tenir quelque chose et pour obtenir quelque chose, c'est difficile de croire qu'on va continuer à réussir si on fait exactement l'inverse de ce qu'on a fait pour l'obtenir. Donc c'est difficile, je pense, de passer du tout au tout, mais d'éveiller les joueurs sur des moments sur lesquels importants dans le jeu que eux peuvent repérer parce qu'ils sont intelligents eux aussi et c'est la base un petit peu du projet. Mais les orienter sur des temps dans les mi-temps, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. Le moment, les entames, c'est des moments importants. Les quelques minutes qui suivent une ouverture du score, c'est des moments importants. Ouais, ça oriente forcément le plan de jeu. À quel point les joueurs sont impliqués dans la création du plan de jeu? Il y a quelques temps, on parlait, je sais plus avec quel entraîneur nous expliquait ça, qu'ils avaient tout construit ensemble finalement, que lui il est arrivé avec ses convictions, mais que les joueurs avaient tout remis aussi de ce qu'ils avaient de leurs expériences passées. Vous, à quel point vos joueurs ont aussi la capacité de mettre des ingrédients là-dedans et de s'impliquer dans la création du plan de jeu? Ça revient pour moi, c'est le cœur du métier du coach, ça. Le coach, il est là, enfin moi je considère que je suis là pour créer les conditions pour que le joueur progresse de manière individuelle et 2 pour que l'équipe progresse. Et il y a 2 critères qui sont importants, c'est l'intensité et l'intelligence. En poussant forcément ce qui va être pour le coach, pousser l'exigence tous les jours au maximum et avancer là-dessus. Et donc c'est d'abord, à mon avis, poser un cadre qui rassure, un cadre qui stabilise à tous les niveaux. Et sur ce cadre-là, on peut aller vers de la responsabilité, on peut aller vers de l'autonomie ou de l'interdépendance et après arriver à piloter avec les joueurs. Le fait de ce que vous dites, ce que vous avancez, ça va déjà passer par les caractéristiques des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de joueurs qui vont être capables d'être dans cette co-construction-là et il y en a d'autres pour lesquels ça va être plus difficile. Quand on rentre dans la co-construction, il faut aussi faire attention à pas perdre le fil le coach, c'est la main qui accompagne, mais c'est la main qui aussi donne la direction. Donc il y a un juste milieu à trouver, j'ai envie de dire, pour cette co-construction-là. Mais à partir du moment, on a des exemples avec Onesta, par exemple, qui a réussi à faire avancer, à faire partager son projet aux joueurs et à les rendre impliqués. Forcément, si on arrive à les impliquer, forcément, si on leur permet de co-construire le truc et s'ils prennent en main les choses, forcément, on va avancer beaucoup plus vite. Mais je suis persuadé et j'ai la conviction que ce travail-là, il se réalise en amont sur un cadre qui est posé par le coach, sur un cadre qui est posé par le staff et avec lequel on peut pas transiger. Comment est-ce que vous prenez en compte le talent individuel? Si je dis pas de bêtises, je crois que vous avez eu Pierre Lesmelou sous vos ordres. Alors je sais pas comment est-ce que un joueur comme ça au niveau amateur, et est-ce qu'il sort vraiment du lot ou est-ce que bon sans plus, mais est-ce que vous avez des joueurs comme ça sur votre parcours qui étaient au-dessus des autres et où du coup sans forcément quitter le plan de jeu, mais il y a des demandes légèrement différentes, soit je sais pas, se préserver un petit peu au pressing ou ne pas hésiter à sortir totalement de sa position pour faire des sorties de balle si c'est un numéro 10 parce que il est plus doué techniquement? Comment est-ce que ça se passe? Non, le joueur, on va le voir s'il est complètement impliqué dans le projet de jeu et qui fait partie à 100% de l'équipe. Si vous parlez de Pierre, on l'a récupéré en division honneur où il était très peu sûr de ses qualités. Il a fait une très belle première année de DH et il nous a accompagnés pour monter. Il a eu une première année de CFA2 très compliquée, très très compliquée. Par contre, à la fin de sa première année, on a mis en place autour de lui, il s'est donné une dernière chance de rebondir et on a mis en place, il s'est mis déjà lui en tête de réussir et de s'astreindre à un certain nombre de choses et on a mis en place quelques éléments pour lui permettre d'avancer.
Mais sur la deuxième année de CFA2, en effet, il était largement au-dessus, ce qui lui a permis de rebondir à Dijon et après d'avoir la carrière qu'il mérite. Mais il était complètement impliqué dans le projet. Sur les autres joueurs que moi j'ai pu accompagner à aller au-dessus, à chaque fois ils étaient complètement impliqués dans le projet et il n'y avait pas de passe-droit par rapport à leur niveau. Et je pense que certains, je pense à Yacine Bahassa que j'ai pu avoir quelques années aussi, qui joue aujourd'hui à Quevilly en Ligue 2. Il a réussi à avancer et à atteindre les niveaux supérieurs à partir du moment où il s'est mis au service de l'équipe. Et à partir du moment où son attitude correspondait à ce qu'on voulait faire. Et après, là, il est monté naturellement parce qu'il avait forcément le talent, mais il a mis son ego au service de l'équipe. Il n'y a pas de Zlatan, il n'y a pas de joueurs de ce niveau-là sur nos divisions. Ça n'existe pas, ça. Sans avoir de passe-droit, il y a peut-être un joueur qui peut régler 2 ou 3 postes à lui-même ou 2 ou 3 fonctions. Est-ce qu'il y a jamais eu un moment comme ça où vous avez dit, bon, lui, il va régler des choses que certaines parties de l'équipe ne pourront pas régler à plusieurs? Alors, on n'a jamais de soucis avec les bons joueurs. Ils nous règlent souvent beaucoup de problèmes. Oui, forcément, avoir des bons joueurs, ça aide à avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que le bon joueur soit au service quel qu'il soit, au service du projet. Après, forcément, on le met dans les meilleures conditions. C'est aussi le boulot de l'entraîneur de mettre le joueur dans les meilleures conditions pour qu'il apporte le plus possible à l'équipe. Alors forcément, quand on a la chance d'avoir des joueurs qui ont connu les niveaux supérieurs ou des joueurs dont on voit qu'ils ont un potentiel pour aller au-dessus, oui, ils règlent des soucis, mais c'est la même chose à très haut niveau. Quand vous avez une grande équipe, on peut prendre le Paris Saint-Germain, le jour où Kylian Mbappé va pas jouer, je pense que ils auront les mêmes soucis que nous on peut avoir ou que nous on pouvait avoir quand un de nos meilleurs joueurs ne joue pas, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des anomalies à ce niveau-là? Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait fait des essais en centre de formation, qui avait pas du tout le mental pour, qui du coup le faisait pas, mais qui mettait 6-7 coups francs. C'était en N3, mais pas sur votre zone, mais qui mettait 6-7 coups francs en lucarne par saison. Et on se dit, mais enfin, techniquement, il est largement le niveau Ligue 1. Est-ce que ça peut exister des joueurs comme ça? Ou est-ce qu'on voit quand même une différence? Par exemple, si Bordeaux, les Girondins font descendre des mecs de l'équipe première avec la réserve pour vous affronter, vous voyez quand même un écart, même sur ceux qui sont les meilleurs de N3 par rapport à ce qui peut se faire au niveau de Ligue 1. Il y a toujours des anomalies. Il y a beaucoup de joueurs dont on se dit pourquoi lui a pas réussi et pourquoi un autre réussit. Et vous le voyez même en Coupe de France, quand un club de Ligue 1 affronte un club de niveau N2, N3, dès qu'il lui manque 2-3 joueurs ou dès qu'il décide de faire tourner parce que c'est un 32e de finale et que c'est un retour de vacances ou quoi, les clubs pro, ils souffrent. Et la marge, il n'y a pas une énorme marge entre ce qui va faire un bon ou un très bon joueur de ce niveau-là, qui à un moment dans son parcours a connu un échec ou une déception qui font que il est pas en haut. Mais il y a beaucoup de bons joueurs sur les niveaux nationaux amateurs. Et en effet, comme vous le dites, des joueurs qui sur le plan technique sont très forts et auraient leur place en Ligue 1, il y en a. Maintenant, il y a, pour être en Ligue 1, il me semble qu'il faut avoir une très grosse qualité et puis après que la plupart des autres éléments soient quand même à un bon niveau. Il y a souvent, ça peut être une histoire d'opportunité, ça peut être une d'histoire personnelle, ça peut être un gros manque sur le plan athlétique ou sur le plan tactique ou sur le plan du comportement, j'en sais rien. Mais il y a des bons joueurs sur le niveau amateur. Là, vous parlez d'opportunité. Je pense qu'on peut parler du BEPF. Vous, qu'est-ce que cette opportunité-là a ouvert comme fenêtre dans votre esprit que vous n'aviez jamais peut-être ouverte? Qu'est-ce que cette formation a finalement changé pour le moment dans votre approche du métier? Parce que je pense que il doit y avoir une limite entre un bon entraîneur amateur et un bon entraîneur professionnel aussi. Est-ce que vous avez réussi à mesurer ce qui fait la différence entre les deux aujourd'hui déjà ou pas encore? Bon, déjà, l'entrée au BEPF, c'est un privilège puisque c'est une formation très sélective. On n'est que 9 cette saison. Je le prends à la fois comme une récompense du travail effectué jusque-là. Je pars d'un niveau amateur, mais de 3 ou 4e division régionale. Et j'ai eu des accessions jusqu'en National 2 où on a fait 4 saisons. Donc je le prends comme cette récompense-là, mais aussi comme une opportunité pour l'avenir. Comme on a dit tout à l'heure,
ça me donne la possibilité de montrer que je suis capable de réussir sur la base de mon projet de jeu, sur la base de ma méthode, sur la base de ce que je suis et de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Et je veux aller vers le haut niveau sur la base de ces valeurs-là. Après, la formation du BEPF, elle est très riche, que ce soit par les formateurs et les intervenants qu'on peut avoir lors de la formation, par le suivi qu'ils nous accordent, par les différents éléments qu'on voit lors des séminaires de travail. À mon avis, tous les aspects de la fonction et tous les aspects de la perf sont traités. C'est une formation qui est très riche par rapport à l'échange qu'on peut avoir entre stagiaires. C'est là qu'on peut mesurer, comme vous dites, je vais pas dire la différence qu'il y a avec des entraîneurs qui ont connu le haut niveau, mais ça nous permet de voir que tous les profils sont possibles et que là où certains profils qui ont connu le haut niveau vont avoir les réflexes du haut niveau, vont avoir un certain nombre de qualités, ça permet de voir que moi aussi j'ai des qualités et des qualités qui peuvent être vues à haut niveau, d'ouverture, de créativité, de sensibilité. Il y a plein de... On voit pourquoi on a été choisi et on voit qu'on a notre place sur le haut niveau et qu'on peut exister à haut niveau. Ça, c'est intéressant. Et le gap qu'il peut y avoir, il se fait pas forcément entre stagiaires ou avec les coachs qu'on peut rencontrer. On a rencontré je sais pas, depuis le début de l'année, on a rencontré Sampaoli, on a rencontré Puel, on a rencontré Guégan, Pocha. Mais on voit que la place de la conviction, la place de l'identité qu'elle donne à l'équipe, elle est importante et qu'on soit en N3 ou en Ligue 1, on n'est pas un plus mauvais coach en N3 qu'en Ligue 1. On gère d'autres choses, on gère d'autres problématiques, mais on n'est pas meilleur ou moins bon. J'imagine que le fait de parfois ne rien apprendre est du coup assez valorisant parce qu'on se dit finalement voilà, je suis pas du tout largué, je suis totalement au niveau, donc voilà, au niveau de l'ego, au niveau des convictions personnelles, c'est intéressant. Est-ce que malgré tout vous avez quand même appris des choses, alors sur le plan tactique, je ne sais pas, mais sur le plan management, sur le plan des expériences passées, des choses que vous engrangez et vous dites si j'avais pas eu la formation, au-delà des portes que ça ouvre, j'aurais pas su telle situation de crise exactement comment ça s'est passé, telle façon, je sais pas, j'ai n'importe quoi, pourquoi est-ce que Sampaoli joue plus défensif, enfin voilà. Qu'est-ce que vous avez engrangé depuis ces derniers temps? Alors, je me suis mal fait entendre. J'ai pas du tout dit que j'ai rien appris. Ah oui, non, pas de souci. Non, mais je veux dire, j'imagine bien que le fait de se dire, je suis pas du tout largué, etc. Enfin, même moi, quand je fais mes études, enfin, peu importe, c'est quand même intéressant. Enfin, voilà, on n'a pas ce sentiment d'être un imposteur au milieu des autres, quoi. Ah, voilà. Ça, c'est, voilà. Oui, non, je t'ai mal formulé, je pense. Au contraire. On apprend, justement. On apprend tous les jours et en fait, plus on accumule des expériences, plus on a soif d'en apprendre de nouvelles et plus on se nourrit de ça. Au contraire, l'échange formateur, l'échange entre stagiaires, les rencontres qu'on peut faire ou les stages qu'on peut faire en club font que on se dit, on a des qualités qu'on peut mettre au service d'un projet plus ambitieux ou qu'on peut mettre au service de notre club et de faire grandir notre club. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, forcément, tous les jours, on apprend des choses. Tous les jours, on se dit, tiens, ça, moi, je prends par les situations de crise, ça, je l'ai géré comme ça. Lui, il nous fait part de son expérience et il l'a géré comme ça, d'une façon différente. Peut-être que je peux m'en inspirer. Et en tout cas, je le garde et que quand la situation arrivera, je verrai ce que je fais. Parce que je pense que ce qui fait au final la qualité d'un entraîneur, c'est sa capacité à réagir dans l'instant et avec instinct et faire confiance à ses intuitions et souvent cette intuition est la bonne et cette intuition permet de résoudre le problème ou de faire avancer le projet d'équipe ou etc. Mais cette intuition, à mon sens, elle arrive sur la base de l'ouverture d'esprit et sur le fait d'avoir engrangé toutes ces expériences et toutes ces informations, qu'elles soient propres ou qu'elles soient des autres. Et en ce sens, la formation du BEPF est très sélective, mais encore une fois, je vois pas de formation d'entraîneur plus qualitative. Là, vous avez parlé de Sampaoli, si je ne me trompe pas, que vous avez du coup rencontré. Justement, lui qui a vécu 10 000 situations, qui a travaillé en amateur, qui a travaillé en professionnel, à un très haut niveau, en sélection. Quand vous avez quelqu'un comme ça, justement, quelles sont les premières questions qu'on lui pose? C'est est-ce que vous avez aussi l'impression d'être un semblable, de lui pouvoir lui poser des questions très techniques? C'est quoi les échanges que vous avez avec lui sur la profondeur du métier notamment?
Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, avec Sampaoli, c'est le fait qu'il souhaite absolument donner une identité forte à son équipe. Il veut que quand on voit jouer son équipe, on voit l'équipe de Sampaoli. Et pour lui, du coup, c'est attaquer 100% du temps, quitte à être déséquilibré sur le plan défensif et souffrir sur les transitions. Il veut une équipe qui lui ressemble. Et je pense que en termes sur le plan professionnel, avoir une vraie identité de jeu, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir des équipes et de nourrir sa carrière. Donc je trouve que c'était sur ça, c'est un point qui était très intéressant. Maintenant, voilà, c'est vraiment cette identité-là que je retiens. Vous faites aussi des stages par vous-même dans divers clubs. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est facile à mettre en place, de toquer à des portes et de dire j'aimerais bien voir un petit peu comment vous travaillez? En ce sens, pour moi, le BEPF, ça a été une opportunité. On est tout le temps en club, donc on a peu de temps à accorder pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, je me sers on est sur des championnats N3 où on a un peu plus de liberté que ce que peuvent avoir mes collègues stagiaires sur le BEPF. Moi, j'ai un petit peu plus de temps. Et du coup, le fait d'être entré au BEPF, ça me permet quand je toque à une porte pour dire, écoutez, j'aimerais bien vous voir travailler et venir voir cet aspect-là de votre travail, c'est un petit peu plus facile de rentrer. Du coup, j'essaye vraiment de capitaliser sur cette année pour me nourrir de beaucoup de choses et encore une fois de grandir personnellement et de voir plein d'aspects. J'ai pour le moment eu la chance d'aller faire d'aller voir la sélection nationale du Bénin sur des éliminatoires pour la CAN. J'ai eu la chance de passer du temps à Osasuna sur une structure qui m'a beaucoup inspiré, de passer du temps au Girondins de Bordeaux, de passer du temps en République tchèque à Jablonec aussi, sur j'ai envie de découvrir différents championnats, différentes façons de faire, avec des coachs bien identifiés, soit par leur expérience, soit par leur projet de jeu, soit par leur culture club. J'aimerais en faire encore beaucoup, mais en tout cas, ça me nourrit beaucoup. Si on prend un exemple, on va dire Osasuna, visiblement qui vous a le plus marqué, parce que c'est ce que vous avez dit. Pourquoi vous aviez décidé d'aller là-bas et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui dans votre projet de jeu? Comment vous avez réussi à incorporer ce que vous avez récupéré dans votre projet de jeu? Déjà, Osasuna, ce qui m'intéressait, c'était le profil du coach. Yagobar Asate, c'est quelqu'un qui arrive de la formation, qui n'a pas été pro, qui arrive de la Real Sociedad et qui s'est retrouvé un jour propulsé en tête de la Real avec des gros résultats et qui une fois que son aventure s'est terminée à la Real a rebondi sur des niveaux inférieurs et qui a réussi à remonter le club avant de se retrouver à Osasuna et là encore de faire remonter Osasuna en première division. Donc ça m'intéressait et je voulais voir travailler. Et l'autre aspect qui m'intéressait sur Osasuna, c'est quelque chose dont on a parlé avant, c'est le contexte et la ferveur que peut avoir le peuple basque pour Osasuna et cette identité forte qui peut y avoir. Donc sur ça, j'ai été franchement vraiment inspiré. Et j'ai beaucoup aimé sur la constitution du staff, travailler avec un staff court qui est proche des joueurs, où on est plutôt dans le partage d'une vision commune et j'ai envie de dire l'intuition journalière plutôt que d'être plutôt je vais pas dire dans l'empirisme, mais d'être plutôt vers l'instinct que vers le dogme. Ça m'a beaucoup plu. Et le fait aussi d'avoir un projet de jeu qui correspond vraiment à l'identité locale, c'est-à-dire que c'est un territoire qui aime le quand les gars se dépouillent, quand il y a du duel. Alors ça, pour le coup, les relances courtes du gardien, je pense qu'il tape très souvent au-delà de la ligne médiane et pour jouer des seconds ballons. Mais c'était intéressant comment ce type de jeu-là arrive à créer des émotions sur le territoire là-bas et que tous les gens je vais pas dire se focalisent, mais tous les gens aiment ça, quoi. Ça, c'était intéressant. Pour le coup, c'était très intéressant. Et après, par rapport à mon projet de jeu, l'attention au quotidien qui porte au duel, défensif ou offensif, enfin, ou un contre un, en tout cas.
C'est quelque chose que je trouve que moi j'avais un petit peu, je vais pas dire mettre mis de côté, mais sur lequel je passais moins de temps. Et le fait de le voir au quotidien, ça m'a nourri. Et sur le duel et l'importance de ce qui se passe dans les surfaces de réparation. C'est-à-dire que le jeu il se passe là, quoi. Et beaucoup de procédés étaient faits à proximité du but avec de la densité et voilà, beaucoup plus nous j'ai l'impression qu'on passe du temps dans nos projets sur la construction, le déséquilibre, mais sur ce qui se passe plutôt au milieu du terrain. Et pour le coup, revaloriser ce qui se passe dans les surfaces, et là où est le cœur du jeu. Sur un projet, ça m'a nourri, et je travaille actuellement sur ça pour essayer aussi de nourrir les procédés que je peux présenter aux joueurs. Lui a été nommé à la tête de la Real, je crois, à 35 ans. Pas mal de gens qui sont à la formation BEPF sont aussi assez jeunes dans le métier, voire n'ont pas encore vraiment mis un pied dedans. Est-ce que vous avez déjà eu cette notion d'âge? Alors forcément, vous prenez des années, vous êtes plus le même qu'à vos débuts. Cette notion d'âge, de légitimité, etc., est-ce qu'elle s'est déjà posée pour faire un vrai décalage avec les joueurs? Est-ce que vous avez peur qu'elle se pose un jour d'être un jeune entraîneur au niveau Ligue 1, au niveau Ligue 2, au niveau national? Ou est-ce que vous avez toujours bien été identifié? Je suis coach et il n'y a pas cette question de la légitimité, de la proximité d'âge avec mes joueurs. Non, j'ai jamais eu de souci. Puis il y a des coachs bien plus jeunes que moi qui ont coaché, qui coachent sur des niveaux supérieurs. Donc non, moi même à mes débuts, j'ai jamais eu de souci. Je pense que les joueurs ils voient très vite si on est authentique, si on est dans le respect, dans la bienveillance et dans l'exigence. Je pense que c'est la légitimité, elle se pose par ça. Elle se pose par ce qu'on produit avec eux sur le terrain, l'énergie qu'on y met, l'authenticité qu'on y met. Il y a pas de, non, j'ai jamais eu ce souci-là. J'ai envie de dire, est-ce que par contre, quand on devient plus vieux, est-ce qu'on est toujours aussi proche de ce que peuvent attendre les joueurs? Mais encore une fois, ça c'est une logique de staff, je pense, parce que on peut aussi construire un staff qui permet de rester en prise avec ce que sont les joueurs. Non, je pense que même être jeune, c'est plutôt un atout. Vous voyez, au Portugal ou en Allemagne, puisque ce sont les nations qui montent et qui arrivent à produire les coachs les plus jeunes, il y a pas de souci. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti. Je crois que c'est Carlo Ancelotti qui aime souvent dire ça, que finalement faire un plan tactique est assez facile, mais que de le faire comprendre à ses joueurs est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous, lors de la formation du BEPF, vous avez aussi appris à communiquer finalement avec vos joueurs? Je sais que Christophe Galtier aussi a beaucoup travaillé là-dessus, sur la posture, sur la façon, les intonations de voix, ce genre de choses. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus, et aussi sur la fraîcheur mentale du coach, la nécessité de vider un peu son sac de temps en temps? Je sais pas si vous avez déjà travaillé sur ces aspects-là au BEPF, mais je crois que c'est des aspects qui sont travaillés notamment. Il y a, alors on le travaille tout le temps. Toutes les semaines de formation et de séminaires, on est sur ces aspects de communication, sur ces aspects de posture, et on nous donne beaucoup de conseils, et on nous entraîne sur ces aspects-là. Forcément, je sais que Christophe Galtier, oui, s'est fait accompagner, mais c'est une démarche que moi je pourrais avoir aussi. Je pense assez vite. Je pense qu'on a tous besoin de conseils ou d'orientation pour que les messages passent mieux, pour être, en fait, l'objectif c'est d'être convaincant, d'être impactant, et d'être entraînant. En fait, la première qualité de l'entraîneur, c'est ça. Même si le staff joue aussi un rôle là-dessus et doit être préparé sur ça. Le point sur lequel je voudrais revenir et qui est très important, c'est ce que vous avez dit sur le fait de se régénérer. Je crois que vous parlez d'Ancelotti, mais moi je crois que c'est Allegri qui disait que à un moment on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit plus ce qui est important, et on voit plus les signaux qui font que on est en danger, ou que on perd des yeux le projet d'équipe, et que lui à ce moment-là il va se balader. Mais je trouve que la formule est jolie. Il dit qu'il va se balader pour se remettre en adéquation avec son instinct. Et je trouve que c'est ça. Moi, j'ai besoin dans ma semaine de travail, où, encore une fois, on est très polyvalent, et on va faire de la vidéo, de la logistique, de l'entraînement, du projet, du suivi technique. À des moments, moi, j'ai besoin de couper, d'aller courir, d'aller faire du sport, ou d'aller me promener, ou de passer un peu de temps avec ma famille. C'est essentiel. Et encore une fois, je pense que l'efficacité du coach, elle est liée au fait qu'il ait des moments sur lesquels il puisse se régénérer. Et vous le savez mieux que moi, de temps en temps, pour votre boulot, je pense que c'est pareil. Quand ne serait-ce que vous promenez
vous promenez, de prendre basket ou aller courir, vous avez des idées qui vous viennent, qui vous seraient pas venues si vous aviez la tête dans le guidon. Et pour moi, c'est important. Je pense que le temps où le coach il est présent de 7h le matin à 22h le soir, si c'est pour juste faire de la présence de 7h à 22h, je pense même qu'il perd de l'efficacité. En tout cas, de l'efficience. Alors, le fait d'être diplômé peut vous donner l'accès aux échelons supérieurs sans vous faire de grandes déclarations. Oui, je vais entraîner en Ligue 1, machin. Est-ce que ça fait partie d'un plan de carrière? Parce que du coup, ce diplôme, alors, on peut avoir la sensation d'être légitime, mais là, on l'est même au niveau des diplômes et voilà, de ce que les entraîneurs et les présidents peuvent attendre au niveau le fait de pas payer d'amende, etc. Enfin bon, bref. Est-ce que du coup il y a ce côté, bon, je côtoie des gens qui entraînent en Ligue 2, en Ligue 1, ou des gens qui vont entraîner bientôt en Ligue 2, en Ligue 1. Du coup, je me projette là-dessus aussi et je suis déjà dans une démarche de m'imaginer là-bas dans quelques années si les opportunités se présentent. Alors, j'ai pas de plan de carrière du tout, parce que ça serait un petit peu présomptueux de ma part. Mais en même temps, je donne bien sûr la priorité à mon club et la façon dont on le construit et la façon dans laquelle on avance, parce que c'est le meilleur moyen de se construire avec son club, c'est le meilleur moyen d'avancer et de vivre de belles aventures professionnelles. Alors ça, c'est la vérité. En même temps, tout le travail fourni, toutes les convictions que je peux avoir et la façon dont j'ai envie de faire les choses, forcément, on a envie qu'à un moment, ça puisse se valider sur des niveaux professionnels. Mais pas par plan de carrière, plutôt par passion et par envie de voir que la conviction profonde qu'on peut avoir, elle peut réussir plus haut, quoi. Alors, ça, avec des conditions, j'ai envie de dire, d'organisation qui peuvent être plus complètes et qui peuvent, elles aussi, permettre de servir le projet d'équipe qu'on a envie de voir se mettre en œuvre. Donc, dans ce sens-là, oui, bien sûr, j'ai envie de montrer que je peux réussir sur des niveaux supérieurs, mais en même temps, la priorité, c'est bosser du mieux possible avec mon club et avancer step by step. Chaque entraîneur, je pense, est un peu curieux justement de ce qu'il peut découvrir à cet étage supérieur. Vous, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, vous vous dites, je sais pas comment ça peut être cet aspect-là de mon métier, ça serait quoi? C'est la relation aux médias, déjà, parce que à part les correspondants locaux, on a peu l'occasion d'avoir une relation suivie avec les médias et je trouve que je suis curieux de savoir comment j'arriverai à construire cette relation-là, parce que je pense qu'il faut qu'il y en ait une, justement, et qu'elle se fasse de la manière la plus saine possible. Mais je pense que il faut être, il y en a beaucoup qui ferment, mais je pense qu'il faut réussir à être, si c'est sain des deux côtés, je pense qu'il faut être dans le partage et je suis curieux de voir comment j'arriverai à créer cette relation-là, parce que j'en ai peu l'expérience. La notion d'ego, vous en avez l'expérience à votre niveau aussi, des gens qui se prennent, qui s'estiment meilleurs qu'ils sont, ou qui en tout cas dégagent quelque chose de particulier où on peut pas prendre tout le monde de la même façon. Vous parlez des joueurs ? Oui, ouais. Les égos des joueurs, parce que ça c'est le truc qu'on imagine au très haut niveau. Ah oui, il faut gérer Zlatan, il faut gérer machin. Oui, alors c'est peut-être moins exacerbé, où les joueurs sont peut-être moins attentifs aux détails. Mais oui, il y a des égos à gérer. Forcément, il y a des égos à gérer, il y a des caractères à gérer. Et même en niveau N2, N3, même quand j'ai pu coacher dans des niveaux plus petits, il y avait toujours des égos. Encore une fois, pour moi, l'ego, il peut être important s'il est mis au service du projet. Et c'est la difficulté, elle est là. C'est sur quel levier je joue pour faire en sorte de convaincre le joueur que son ego est important, mais qu'il se révélera encore plus s'il se met au service de l'équipe. Mais oui, on les gère. On les gère il y a des égos à gérer pour des broutilles de temps en temps. J'imagine c'est là aussi où c'est important, par exemple, dans votre projet de jeu, de dire à un attaquant que s'il redescend et qu'il travaille pour récupérer un ballon, il aura peut-être plus d'occasions de but à la fin. Ce genre de choses à lui faire comprendre. Des fois, ça met beaucoup de temps. Alors que... Oui, lui faire comprendre ça et lui faire comprendre que dans l'autre sens aussi, parce que ça arrive, et même pour voir beaucoup de séances avec les pros, ça arrive aussi. Quand il se retrouve devant le but avec un ballon à mettre au fond et que plutôt que frapper et jouer petit filet, il joue un petit ballon piqué qui arrive dans les bras du gardien et qui rate une occasion qui était toute faite, lui faire comprendre qu'il est aussi
à la finalisation de l'action que ses copains ont amené pour lui permettre de tirer, et qu'il a la responsabilité de faire le geste juste pour ranger le ballon au fond des filets. Et voilà, c'est dans les deux sens. Et il y a des occasions dans les entraînements où on peut taper là-dessus et faire comprendre. Je pense que sur la gestion des égos, c'est pas forcément dans un bureau en 1 contre 1, parce que voilà, mais sur le terrain, il y a des moments où on peut mettre le joueur face à la réalité, en fait, et retourner la situation et s'en servir. Alors, vous parliez de la relation média, une question pour être souvent dans les conférences de presse qu'on pose aux entraîneurs après une mauvaise prestation, c'est est-ce que ça se devinait à l'entraînement sur la semaine, ou en tout cas à l'échauffement? Là, maintenant qu'on est séparés des matchs, qu'on est avec vous, est-ce que vraiment c'est véridique que les mauvais matchs sont anticipables sur la semaine d'entraînement? Ou alors est-ce que c'est 50-50, la moitié du temps on s'entraîne mal et on joue bien, et l'autre moitié du temps ça sort de nulle part? C'est pas c'est pas souvent dans le contenu de ce qui se passe à l'entraînement qu'on peut sentir quelque chose. Bon, des fois on le sent, des fois on le sent pas, hein. Ça, c'est pas, on le voit pas arriver, mais j'ai envie de dire que c'est faut rien laisser passer. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'effet papillon, une petite attitude qui s'est décrétée souvent quand l'équipe gagne et que on a l'impression que tout va bien. Il y a une petite attitude qui est dissonante par rapport au projet d'équipe ou au projet de vie. Et bizarrement, dans les semaines qui suivent, ça peut s'amplifier ou ça prend une forme plus vicieuse. Et le staff doit être très vigilant. En tout cas, moi, j'y attache beaucoup d'importance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit latent, qu'il n'y ait pas de non-dit dans lesquels les joueurs peuvent aller, ou dans lesquels qui peuvent après nourrir des justifications de mauvaises prestations pour les joueurs. Ça, c'est très important. Après, pour le fait de sentir ou pas quelque chose, sincèrement, ça dépend. C'est tellement lié au rapport de force qui se met en place sur le terrain entre les deux équipes, et à la faculté des joueurs à répondre à cet aléatoire-là, et à la capacité du staff à l'aiguiller face à cet aléatoire, que c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont liées à une discussion, si vous parlez des médias, à une discussion entre le coach et son attaché de presse juste avant de rentrer en conférence de presse. Comment vous gérez aussi, je sais pas, la communication avec les joueurs là-dessus, parce que je crois que c'est Bruno Genesio qui expliquait ça après le match à Lens. Il disait, je crois que dans la tête de mes joueurs et même moi dans ma communication, on avait l'impression qu'on était devenu la meilleure équipe de France, alors que en fait Rennes avait perdu des points contre les gros, et que finalement ils avaient fait 2-3 très bons matchs, et que finalement son équipe avait peut-être un peu perdu pied là-dessus. Est-ce que vous, justement, dans une dynamique positive, vous dites à vos joueurs attendez, on n'a rien fait? Comment vous gérez un peu cette communication entre louanges et critiques? Je trouve que à ce niveau-là, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde de s'enflammer, ou au contraire d'être un peu défaitiste, mais sans donner, on n'est qu'une opinion. Et je trouve que l'important, c'est de piloter la performance. Moi, je la pilote par campagne, avec chaque match a une histoire, ou chaque série de matchs a une histoire, mais elle est tout le temps basée sur des critères de performance collective. Et l'objectif, c'est d'avoir ces critères de performance collective qui nous soient un petit peu le fil rouge, le fil conducteur de toute l'année, de toute la saison. Et à chaque fin de match, on regarde où on en est par rapport à ces critères de performance collective-là. Et c'est ceux-là qui nous permettent un petit peu de s'enflammer ou de pas s'enflammer, mais de se dire, j'en sais rien, moi, sur la remontée du bloc, on a réussi, on a telle donnée, donc c'est bien. Et on est dans le vrai, et on peut dire qu'on a fait une bonne perte. Par contre, sur le nombre de centres où on n'a pas plus de 3 joueurs dans la surface, on est encore à performer. Et voilà, d'avoir des critères de performance collective, ça permet à mon avis, de piloter la perf et d'aiguiller les joueurs dans un sens ou dans l'autre pour pas qu'ils s'enflamment. Dernier petit thème, on va pas vous garder très longtemps, mais du coup, ce rapport à la victoire, à la performance, là pour l'instant, vous êtes premier ex-aequo avec un match en moins que Bordeaux. C'est pas comme en Ligue 1 où il y a des clubs, ils gagnent de temps en temps, je sais pas, ils sont 7, 8e, ça va. Vous, pour monter, il y a quand même une exigence de performance chaque semaine. Est-ce qu'on prend, j'imagine, on prend du plaisir à gagner, mais est-ce que malgré tout, on prend un plaisir fou et c'est l'éclate, ou alors cette exigence de se dire, on n'a pas finalement une marge énorme si on veut accomplir nos objectifs, fait que malgré tout, il y a quand même une tension qui existe malgré les victoires, parce que on peut pas se relâcher. Mon travail, c'est 100% de plaisir. Quand je suis quand
Quand j'entraînais sur des niveaux régionaux, c'était le cas. Quand sur des niveaux nationaux, c'est le cas. Si un jour j'ai la chance d'aller au-dessus, ça sera le cas aussi. C'est 100% de plaisir quand je suis au travail et que je suis avec soit mon équipe, soit avec mon staff. Moi, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est la vie. Donc, et tout ce qui se passe là, et c'est vraiment ce qui me nourrit et ce qui me fait avancer. Et j'ai vraiment la chance de vivre de ce que j'aime faire. Donc, il n'y a pas par rapport au résultat, le fait qu'on doit finir premier pour monter, c'est un petit peu les difficultés, finir premier en N3 ou finir premier en N2, et c'est la difficulté d'accès au niveau supérieur. Moi, je ressens pas du tout de pression, je ressens beaucoup d'excitation, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de faire progresser l'équipe. Et je prends au quotidien, il n'y a pas de pression parce que je prends au quotidien les résultats comme la conséquence de ce qui a pu être bien fait avant. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit en tout début d'interview, mais mon objectif, c'est de faire progresser le joueur individuellement et faire progresser l'équipe collectivement. Et de tous les jours, arriver à l'amener à l'équipe à progresser. Écoutez, si on fait bien notre travail, on sera récompensé par quelque chose de bien après. Et les résultats, c'est tellement aléatoire. Mais en tout cas, oui, on peut dire ça et en même temps dire que l'objectif, c'est de monter et l'objectif, c'est de se retrouver en N2 l'an prochain, c'est sûr. Mais ça passera par le plaisir, les progrès qu'on fera tout au long de l'année et toutes les points de progrès qu'on aura définis avec les joueurs. Vous parlez de plaisir, mais vous avez pas peur quand vous voyez le visage de vos collègues aujourd'hui qui ont tous des cernes jusque-là, un visage un peu... parce qu'il y en a beaucoup qui disent que finalement le niveau professionnel c'est 80-90% de souffrance finalement parce que c'est tout le temps mentalement très exigeant, tout ça, parce que le curseur augmente, la dose de travail augmente. Ça, j'imagine que vous devez en parler aussi lors de la formation, mais c'est pas quelque chose qui vous fait un peu peur aujourd'hui? Bah, c'est sûr que c'est une machine à laver et que qu'on a beaucoup, à mon avis, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress à gérer. Maintenant, je pense que et que ça doit être forcément des moments difficiles, mais c'est pas parce qu'on a des moments difficiles que c'est pas des moments de plaisir dans lesquels on peut se rendre compte du privilège qu'on peut avoir et de la chance qu'on peut avoir. À mon sens, le système de performance que met le coach en place autour de lui, et la façon dont il met en place, je parle de son staff notamment, la façon dont le travail est réparti, la façon dont il gère avec son team manager, de comment il gère le doc, de comment il gère ses relations avec le recrutement, le centre de formation, tous ces aspects qui conduisent à la performance. À mon avis, c'est dans cette organisation-là, les relations de management qu'il peut avoir, les relations de com qu'il peut avoir, qui doivent l'aider à garder cette fraîcheur-là. Le coach, il est bon s'il arrive à garder cette fraîcheur. Et en tout cas, alors c'est tout ce qu'on souhaite d'arriver dans la machine à laver, mais en tout cas, c'est de mettre en place ce système de perf qui va nous aider à rester frais et à se rendre toujours compte le plaisir qu'il y a à faire ce boulot. Bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour cette heure et quelques passées avec nous. C'est très enrichissant. On n'a même pas pu évoquer tous les thèmes, le recrutement, etc. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Absolument. Et puis, au plus vous montrez les échelons, au plus vous aurez à répondre. Donc du coup, voilà, ça vous fait un bel entraînement. Merci en tout cas pour le temps accordé. Merci, c'est très gentil.